Alors, avant qu'on commence, déjà, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler de l'océan et des liens très forts entre la protection de l'océan et notre capacité de résistance face à la crise climatique. Pour rebondir juste un tout petit peu sur ce que M. Curie a dit juste avant par rapport au rapport du GIEC qui vient de sortir, si jamais vous n'êtes pas scientifique, vous êtes peut-être tous scientifiques, moi je ne suis pas scientifique, mais que vous avez quand même envie de comprendre ce qui se dit dans ce rapport, ce qui n'est pas forcément facile quand on n'est pas scientifique, il y a des organismes qui travaillent sur de la vulgarisation du rapport, notamment la plateforme Océan Climat. Donc je vous encourage à aller regarder sur le site internet, il y a des fiches qui sont faites par thème pour expliquer un petit peu ce que le rapport dit et les conclusions du rapport. L'océan est important pour vous, pour moi, pour nous tous, même si vous ne vivez pas à proximité. J'aimerais citer la célèbre exploratrice et biologiste marine Dr Sylvia Earle, qui a dit « Même si vous n'avez jamais la chance de voir ou de toucher l'océan vous touche par chacune de vos respirations, chaque goutte d'eau que vous buvez, chaque bouchée que vous consommez. Chacun, partout dans le monde, est inextricablement lié et totalement dépendant de l'existence de la mer. Nous devrions traiter l'océan comme si notre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Nous dépendons de l'océan, il est le système de survie de notre planète, il est crucial pour notre existence. Il occupe plus de 70% de notre planète, il fait circuler les nutriments, il aide à réguler les grandes tendances météorologiques et il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Chaque deuxième respiration que nous prenons provient de l'océan. C'est notre poumon bleu. Des millions de personnes qui vivent dans des communautés côtières dépendent de l'océan pour leur subsistance et leur bien-être. Il nous fournit de la nourriture. Le poisson est la principale source de protéines animales pour plusieurs millions de personnes, voire des milliards de personnes. Il nous fournit des emplois. Plus de 300 millions de personnes travaillent dans le seul secteur de la pêche dans le monde. Et il nous apporte beauté, bonheur, etc. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi notre principal allié dans la crise climatique. Il se tient entre nous et les pires effets de la dégradation du climat. Il a déjà absorbé 90% de l'excès de chaleur dans l'atmosphère de nos émissions de CO2 et plus de 30% du dioxyde de carbone. Sans sa capacité vitale d'atténuation du climat, la température moyenne de la planète serait beaucoup plus élevée. Et cette solution naturelle n'est possible que grâce à l'écosystème océanique extrêmement complexe qui est à l'œuvre sur la planète. Mais aujourd'hui, on pousse l'océan jusqu'à ses limites. Une récente évaluation mondiale réalisée par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, qui était publiée en mai de cette année, a montré que la perte de biodiversité mondiale augmente à un rythme alarmant et que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse des espèces. Il se trouve que la perte de biodiversité marine se produit à un rythme encore plus rapide que sur la Terre. La dégradation du climat nuit profondément aux écosystèmes marins, on en a parlé avec les interlocuteurs précédents. Les températures augmentent, il y a des vagues de chaleur dans l'océan, le niveau de la mer monte, et même la composition chimique de l'océan change à mesure qu'il devient plus acide. Ces changements ont évidemment des répercussions sur de nombreux aspects de la vie marine et érodent fondamentalement la santé et la résilience de l'océan. Mais en plus de la crise climatique qui l'attend, on fait subir de graves pressions à l'océan, qui ont un impact sur sa capacité à résister aux changements à venir. Aussi gigantesque qu'il semble être, l'océan n'est pas l'infini vivant qui fascinait les explorateurs du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes devenus les pires ennemis de la mer. Nous sommes tout simplement en train de détruire l'océan qui subvient à nos besoins. Les scientifiques ont constaté que la pêche est l'activité qui a eu le plus grand impact sur la vie marine depuis 1970. Nous avons vidé l'océan, pêché trop de poissons et n'avons pas donné aux populations de poissons le temps de se reconstituer. On est aujourd'hui au point où près de 90% des stocks de poissons marins du monde sont exploités jusqu'à leurs limites, surexploités ou épuisés. Comme nous l'avons vu dans les exposés précédents, quand on enlève des masses importantes de poissons des écosystèmes marins, ceux-ci sont déstabilisés. En plus, pour attraper plus de poissons, alors que les réserves s'amenuisent, on va dans des endroits vierges où on n'était jamais allé auparavant, plus loin et plus profond. On utilise des techniques invasives qui détruisent des habitats uniques, comme les récifs coralliens, ou alors anéantissent des habitats marins essentiels pour la capture du carbone, comme les herbiers marins, et qui emprisonnent et qui tuent les animaux de la mer, comme les tortues, les dauphins ou les étoiles de mer, que nous ne voulons ni pêcher ni manger.
Par exemple, pour attraper des crevettes, dont tout le monde raffole aujourd'hui, les fonds marins sont chalutés et détruits, et jusqu'à 90% des créatures capturées dans les filets sont rejetées et non mangées. C'est comme si on rasait une forêt pour attraper des lapins. La surpêche et les méthodes de pêche destructrices entraînent la dégradation des habitats et l'extinction des espèces dans la mer. Ils sapent la résilience de l'océan face au changement climatique. La fin de la surpêche aura des effets rapides et positifs sur nos mers, sur toute la vie marine et sur des millions de personnes. Mais au-delà de la pêche, il y a aussi différentes formes de pollution qui impactent gravement l'environnement marin. Et on en a parlé également un peu dans les exposés précédents. On est tous au courant des problèmes liés à la pollution plastique. C'est une des formes de pollution les plus connues, une forme de pollution marine les plus connues aujourd'hui, relayée par les médias et les réseaux sociaux. On aime le plastique parce qu'il est peu coûteux, il est solide et il dure des années. C'est précisément pour ces raisons qu'il représente une telle menace pour nos océans. Chaque année, rien que dans l'Union européenne, on produit 60 millions de tonnes de plastique, dont nous jetons près de la moitié à la poubelle. On retrouve des baleines échouées, l'estomac plein de plastique, des oiseaux étouffés par les débris, des dauphins qui s'en mêlent dans des filets de pêche abandonnés, du poisson avec des particules de microplastique qui contaminent toute la chaîne alimentaire, et notamment ce que nous, les humains, mangeons. Mais la pollution plastique, c'est loin d'être la seule forme de pollution problématique. Elle n'est peut-être même pas la plus dangereuse pour la mer, notamment parce qu'elle est visible. Il y a 3 autres formes de pollution invisible qui dévastent nos mers et océans aujourd'hui. La première, c'est la pollution agricole, et on en a parlé déjà. Les nutriments qui se trouvent dans les engrais utilisés pour augmenter la productivité de nos terres agricoles pénètrent dans nos eaux souterraines, dans nos ruisseaux, dans nos rivières, et se retrouvent dans la mer, où ils nourrissent à l'excès les algues et le plancton. L'efflorescence algale prend de la place, de la lumière, de l'oxygène, forçant les autres espèces à fuir ou à mourir. Quand les algues meurent, elles s'entassent sur les fonds marins et se décomposent, consommant encore de l'oxygène et créant des zones mortes où rien ne pousse et où les animaux ne peuvent pas vivre. Aujourd'hui, dans la mer Baltique, il y a une zone morte de la taille de l'Irlande. Ensuite, il y a aussi la pollution par les produits chimiques. Les produits chimiques se retrouvent partout dans la mer parce qu'ils sont partout dans nos vies. Tous les produits qu'on fabrique et qu'on utilise, qu'ils soient faits de métal, de plastique, de papier ou de verre, sont soit entièrement constitués de produits chimiques, soit traités avec des enduits et des conservateurs. Ces produits s'échappent dans les airs, dans la terre, dans l'eau et finissent dans l'océan. À leur tour, ils empoisonnent les fonds marins, les algues, les animaux. Et enfin, nous-mêmes, quand nous les consommons. Donc c'est un cercle vicieux. L'Agence européenne de l'environnement a conclu en avril de cette année qu'entre 75 et 96% des eaux marines évaluées présentent un problème de contamination par les produits chimiques, les eaux européennes. Et la troisième source de pollution dont je vais vous parler, c'est la pollution sonore sous-marine, dont on a aussi encore parlé précédemment, qui incommode gravement les baleines, les dauphins, les marsouins et les autres mammifères marins. Chaque bateau en mer, que ce soit un navire de croisière ou un paquebot de transport des biens que nous achetons, émet un rugissement assourdissant. La prospection sismique pour l'exploration pétrolière ou gazière déclenche des explosions toutes les 10 secondes pendant des semaines, voire des mois, pour détecter les gisements d'énergie fossile dans les fonds marins. Les sonars militaires qui servent à détecter les sous-marins ennemis produisent des crissements à vriller les tympans. Le bruit causé par l'homme peut avoir des conséquences sévères, jusqu'à des saignements aux oreilles, au cerveau et aux autres organes vitaux pour les animaux marins. Et puisqu'ils dépendent de leur ouïe pour se déplacer, interagir, chasser et se reproduire, les mammifères marins souffrent constamment de ces bruits parasites. Le problème ne s'arrête pas aux cétacés. On a des études qui ont démontré que les poissons et d'autres espèces en pâtissent également. Et la richesse en biodiversité de l'océan, c'est comme le système immunitaire d'un corps. Si l'océan est riche et sain, il est mieux placé pour faire face aux attaques inévitables et sévères de la crise climatique. Il est donc urgent de restaurer la santé et la résilience de l'océan. La seule façon d'y parvenir, c'est de réduire les pressions humaines sur le milieu marin, et notamment celles dont je viens de parler. Ces pressions sont loin d'être les seules. La pression causée par les espèces invasives dont on a parlé précédemment est également une grande menace pour l'océan, mais celles-là sont celles sur lesquelles il est urgent d'agir dès à présent. Et il existe des solutions en Europe. Donc depuis 2008, l'Union européenne a mis en place une des réglementations les plus perfectionnées au monde pour protéger l'environnement marin. C'est une directive, la directive cadre pour une stratégie sur le milieu marin. Et avec cette directive, les gouvernements européens se sont engagés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la biodiversité marine, notamment en créant des aires marines protégées, pour faire cesser la surpêche, pour mettre fin à la pollution plastique, agricole et chimique dans nos mers, et pour réduire drastiquement le bruit sous-marin d'ici à 2020. 2020, c'est-à-dire demain. Donc c'est un accord unique et très progressiste,
Mais à moins d'1 an de l'échéance, il est très clair que la mise en œuvre est tellement imparfaite que nous ne parviendrons pas à atteindre cet objectif. Lors de l'évaluation des mesures prises par les pays européens pour atteindre l'objectif de la loi, la Commission européenne concluait déjà en août 2018 qu'atteindre le bon état écologique des mers européennes d'ici 2020 a peu de chances de se produire, évidemment. Les gouvernements doivent intensifier leurs efforts et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour avoir des mers saines et propres d'ici 2020, ou alors le plus tôt possible, si pas en 2020. Et ils peuvent le faire en agissant en priorité sur les 5 menaces dont j'ai parlé précédemment. La surpêche, je vais en parler un petit peu après comment. La pollution chimique, notamment par la mise en œuvre de la réglementation REACH en Europe, qui est la réglementation sur l'enregistrement et l'autorisation des produits chimiques. La pollution plastique, par exemple par la mise en œuvre de la toute nouvelle législation sur les plastiques à usage unique, qui a été adoptée cette année. La pollution par le bruit sous-marin, par exemple par l'adoption de nouvelles réglementations spécifiques sur la vitesse des bateaux. On sait que réduire de 10% la vitesse d'un bateau, ça permet de réduire le bruit d'au moins 50%. Et la pollution agricole, et ça viendra notamment par une réforme complète de la politique agricole commune. Comme vous le voyez, on a plein d'outils en Europe qui existent déjà, qui permettraient de restaurer la santé de nos océans. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et c'est le problème vraiment le plus important en ce qui concerne la surpêche. Donc mettre fin à la surpêche, c'est un objectif de la loi européenne sur le milieu marin, comme je viens de dire, mais c'est aussi l'objectif principal de la politique commune de la pêche, depuis sa révision en 2013. C'est un objectif essentiel, non seulement parce que c'est la loi, non seulement parce que ça ramènera des populations de poissons abondantes et une industrie de la pêche économiquement viable, mais aussi parce que ça aidera à restaurer la résistance de l'océan face au changement climatique. On en est loin. Les dernières statistiques montrent que 69% des stocks halieutiques européens sont toujours surpêchés. Et c'est dans la Méditerranée que la situation est la plus grave, avec 87% des stocks toujours en surexploitation. Année après année, les hommes politiques ont ignoré les conseils des scientifiques et ont négocié des quotas de capture qui ne sont pas viables. Il faut que ça s'arrête. C'est la dernière chance de remettre les pendules à l'heure, cette année. Parce que cet automne-hiver, les ministres de pêche de l'Union européenne décident des quotas de pêche pour 2020, l'année où la surpêche devrait prendre fin dans les eaux européennes. Pour ça, ils vont devoir suivre les recommandations des scientifiques. L'objectif est déjà compromis suite à l'accord qui a été trouvé lundi dernier, avec des quotas trop élevés pour les populations de poissons dans la mer Baltique. Mais les ministres ont une occasion de se rattraper en suivant les recommandations scientifiques en décembre 2019 pour la pêche dans l'Atlantique Nord-Est. Néanmoins, pour restaurer la santé de nos océans, évidemment, il faut réduire les pressions, c'est ce dont je viens de parler, mais en même temps, en parallèle, il faut fournir à la vie marine des refuges sûrs où elle peut se rétablir. Les aires marines protégées offrent de tels refuges, ce qui est largement reconnu par la communauté scientifique. Les dirigeants mondiaux se sont engagés sous la Convention pour la diversité biologique à protéger au moins 10% de leurs eaux d'ici 2020 dans des aires marines protégées. Depuis les années 2000, la couverture des aires marines protégées a presque décuplé à l'échelle mondiale. La France a également annoncé qu'elle protégera 30% de son territoire marin dans des aires marines protégées. Mais ce n'est pas seulement la taille qui compte, c'est aussi la qualité de protection de ces zones. Dans la pratique, la plupart des aires marines protégées aujourd'hui ne sont que des tracés sur des cartes. C'est ce qu'on appelle des parcs de papier, des paper parks en anglais. Les activités destructrices, comme le chalutage de fond ou l'extraction de sable, sont tout à fait habituelles dans ces zones en Europe. Dans les quelques aires où il existe de la réglementation pour interdire ces pratiques nuisibles, il n'y a pas assez de contrôle pour les faire respecter. Donc pour que les aires marines protégées fonctionnent vraiment, elles doivent être exemptes d'activités ayant un impact sur l'environnement ou n'autoriser que quelques activités non industrielles à faible impact. Aujourd'hui, c'est le cas uniquement pour 2% de notre océan mondial et 0,5% des aires marines protégées de l'Union européenne. Seulement 0,5% des aires marines protégées interdisent toute activité aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est-à-dire peanuts. Les arguments en faveur d'un vaste réseau d'aires marines protégées pour aider à améliorer la santé de l'océan n'ont jamais été aussi clairs. Les appels pour protéger 30% de l'océan mondial dans des aires hautement ou complètement protégées se multiplient, non plus seulement au sein de la communauté scientifique et au sein de la communauté des ONG, mais aussi parmi les gouvernements.
Les aires marines protégées soutiendront le système immunitaire de l'océan, si elles offrent des niveaux de protection complets ou élevés, et si elles sont correctement réglementées et contrôlées. On a la possibilité d'atteindre ces objectifs d'ici la fin de l'année prochaine. Il manque que le courage de nos gouvernements pour prendre les mesures nécessaires. Donc on a une échéance très claire devant nous, 2020, puisqu'en 2020, les gouvernements de nos pays européens doivent mettre fin à la surpêche, prendre des mesures pour que les aires marines protégées désignées aujourd'hui soient réellement protégées en interdisant les activités industrielles destructrices, comme par exemple le chalut de fond ou l'extraction de sable, et prendre des mesures décisives pour atteindre l'objectif de la directive européenne sur le milieu marin, notamment en matière de pollution agricole, chimique et pollution sonore. Évidemment, la tâche paraît ambitieuse aujourd'hui face aux réalités socio-économiques. Néanmoins, le coût de l'inaction, en termes économiques et en termes humains, sera gigantesque si l'océan n'a pas les capacités d'affronter les changements inéluctables qu'il va subir à cause de la crise climatique dans les dizaines d'années à venir. Il n'y a pas le choix, nous devons dès maintenant protéger et restaurer l'océan, notre poumon bleu. Je vous remercie.